Alors nous allons commencer par l'agenda. L'agenda qui est très chargé aujourd'hui et assez ambitieux. Et donc sans attendre, je vais laisser la parole à Benoît Huc, qui est directeur général de l'Agence du numérique, pour son petit mot d'accueil. Benoît, je t'en prie, je te cède le micro. Merci Clarisse. Je vais essayer de garder le timing puisqu'on a déjà pris un peu de retard. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux d'être là aujourd'hui. Alors je vais faire un peu d'intelligence émotionnelle, puisque on est sur l'artificiel, mais il y a aussi l'intelligence émotionnelle, pour d'abord prononcer quelques remerciements. Remerciements aux partenaires qui nous accueillent aujourd'hui, donc Business for Charleroi, Numéria, Sambre Invest, Digital Station, qui effectivement représentent notamment la dynamique Carolo, et je suis vraiment heureux qu'ils nous aient accueillis aujourd'hui. Merci. Deuxième remerciement, c'est à l'équipe de l'agence du numérique, en tant que responsable de l'agence, qui, comme vous le savez, est le catalyseur de la mise en œuvre de la stratégie numérique wallonne Digitalonia. Remercier les équipes, c'est vraiment une occasion, surtout devant un panel aussi important. Donc merci à Pascal, Antoine, Philippe et les autres. Et évidemment, je ne sais pas si d'ailleurs ils sont tous là, mes collègues. Antoine, tu es là. Et évidemment, merci aux COPIL, on l'a cité tantôt, les partenaires du programme, au comité de pilotage du programme Réseau IA et Agoria et les autres, comme l'a signalé Clarisse. Agoria, évidemment. Alors, les 2 ans, c'est évidemment l'occasion de faire un bilan. Donc, c'est par rapport à cela que je vais plutôt me centrer. Clairement, sur 2 aspects. Le bilan d'une dynamique régionale impactante. Deuxièmement, le bilan par rapport à une approche partenariale, qui est effectivement un élément et un facteur de succès de la mise en œuvre de ce programme depuis 2 ans. Le premier élément, c'est effectivement cet aspect impact. Le programme Digitalonia est structuré autour de 4 axes et je crois que c'est important puisque effectivement ce n'est pas uniquement une question de mobiliser les entreprises, c'est extrêmement important. 60% du budget du programme est effectivement dédié à mobiliser les entreprises à travers les mécanismes Startia, Tremplin IA, Capia qui ont du succès, on verra après les chiffres, mais c'est aussi un programme qui se veut intégratif, si je puis dire, intégrant les dimensions, 3 autres dimensions que vous avez là, l'aspect sensibilisation sociétale, l'aspect compétence, évidemment, et l'aspect recherche et innovation. Et je crois que c'est vraiment important et assez, je dirais, remarquable au niveau wallon, dans une dynamique régionale, d'avoir ces éléments-là, en ayant effectivement, on le verra après, mobilisé tous les acteurs autour de ces 4 dimensions. Et ça, je crois que c'est une bonne pratique de cohérence et qui donne effectivement un impact important. Et donc, la mission de ce programme, c'est d'accélérer le développement des technologies d'intelligence artificielle en Wallonie et de renforcer donc l'écosystème. L'intelligence artificielle, pourquoi? Évidemment parce que c'est une technologie, une pratique qui va impacter l'ensemble des organisations, qu'elles soient entreprises ou organisations publiques ou autres privées, et qui va effectivement avoir un impact sur la façon de vivre aussi au niveau des citoyens, comme vous le savez, dans les usages au quotidien. Et donc je crois que c'est une thématique largement, je dirais, transversale et importante à capter, dans une optique, effectivement, que la Wallonie puisse développer, à travers ses entreprises, développer une expertise, une excellence, à travers sa recherche, une expertise, une excellence, pour positionner la Wallonie par rapport à l'IA en Europe. Alors, quelques slides sur... un slide, rassurez-vous, un slide sur l'aspect impact, avec quelques chiffres clés qui défilent devant vous. Effectivement, vous voyez qu'en 2 ans, à la fois le nombre d'entreprises et le nombre d'acteurs qui ont été mobilisés, les projets qui ont été candidatés, si je puis dire, et puis qui ont été sélectionnés, montrent chaque fois qu'il y avait effectivement une vraie dynamique. Donc on avait chaque fois, que ce soit les aspects start ou tremplin, trop de candidats par rapport aux moyens et aux lauréats que l'on pouvait identifier. Et donc ça, je crois que c'est important. On a aussi lancé une dynamique de webinaires, les carrefours de l'IA, qui fonctionnent très bien. Et on a évidemment lancé un axe très fort au niveau recherche. Benoît Mac nous en parlera tantôt, avec la dynamique Trail qu'il porte, et avec un projet ARIAC qui a été lancé, c'était quand? C'était début de l'année, voilà. Exactement. Et donc, vraiment, cette intégration permet, par exemple, pour la partie recherche, de pouvoir se nourrir de challenges que les entreprises
porte et que les entreprises peuvent effectivement adresser aux chercheurs qui sont mobilisés dans le cadre du projet ARIAC. Et donc c'est vraiment un écosystème qui se construit et qui s'est construit et qui va se développer dans les années futures, j'en suis sûr. Donc ça c'est le premier élément de bilan, un programme régional, structurant, impactant, mobilisant les quatre axes que je viens de citer. Deuxième élément que je veux mettre en évidence, c'est l'aspect partenarial. Alors ça fait un peu bateau, hein, les logos. Ouais, il y a toujours plein de logos. Hein. Et quand il y a un logo qui manque, ça y est, c'est la fin du monde. Non, ici, c'est des logos par rapport à des acteurs qui sont vraiment impliqués dans le programme. Et donc, je crois que c'est vraiment important de pouvoir créer de nouveau la cohérence sur l'ensemble de la région. Et donc, c'est une dynamique vraiment majeure. Je voulais enfin terminer, toujours dans l'intelligence émotionnelle, par remercier Frédéric Peters et Christophe Montoisy. Sont-ils là ? Voilà, qui ont été, alors c'était quand ? C'était en 2018, je crois, quelque part par là, où après une première conversation, ils nous ont dit, mais on devrait faire quelque chose en IA en Wallonie. On a pris effectivement leur dynamique et on a voulu effectivement la valoriser. Et donc merci à Christophe et Frédéric d'être à la base du fameux réseau IA qui a été créé entre-temps. Donc voilà, quelques mots pour montrer que ce programme, et merci Monsieur le Ministre de le soutenir depuis 2 ans. Nous étions, il y a 2 ans, jour pour jour, plus ou moins, au lancement. Et donc effectivement, les résultats et l'argent investi est, selon nous, en tout cas, un investissement tout à fait profitable pour la région et qui, j'espère, sera poursuivi. Mais là, je m'arrête ici. Merci, Benoît. Donc, je pense que vous avez tous compris que la dynamique IA en région wallonne, c'est surtout une dynamique de partenariat et d'écosystème. Écosystème qu'en tant que partenaire de l'IA en Wallonie, on veut évidemment faire grandir. Et donc, vous avez tous reçu un badge sur lequel il y a une couleur. L'idée, c'est de vous permettre, lors du cocktail, de pouvoir vous adresser au type de personne qui correspond le mieux, qui peut le mieux répondre aux questions que vous vous posez sur le programme IA en Wallonie. Donc, la couleur bleue, c'est pour les organisateurs et les hôtes. La couleur jaune, c'est pour les partenaires. Et vous verrez que dans votre petit sac, vous avez un livre de Mick qui viendra nous exposer ce livre en quelques minutes tout à l'heure. Et sur ce livre, il y a un QR code grâce auquel vous pouvez retrouver l'ensemble des entreprises qui ont participé au programme et l'ensemble des partenaires. Alors, la couleur rouge, c'est pour les experts IA et la couleur verte, c'est pour les entreprises qui ont bénéficié du programme IA en Wallonie. Donc, regardez vos couleurs et ça vous permettra de vous adresser à la bonne personne. Alors, place maintenant à Monsieur le Ministre. Willy Borsu, vous êtes vice-président de la Wallonie et notamment ministre de l'économie et du numérique. Et vous allez être interrogé par Jean-Jacques Cloquet, président de B4C. Je vous invite à prendre place à la petite table. Ça marche ? Ok. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est évidemment un honneur pour le président de B4C et bien sûr tous les Carolos d'accueillir le James Bond de l'économie. Voilà. Ah oui, dans la salle 4, il y en a eu plusieurs, mais voilà, on a l'actuel. Bon, je vous dis, il ne va pas mourir à la fin de la séance. Et donc, peut-être rappeler que B4C, pourquoi est-il co-organisateur ? Tout d'abord, c'est B4C, c'est plus de 300 entreprises dans la région de Charleroi. Charleroi Métropole, c'est des dizaines de milliers d'emplois et on a voulu évidemment participer parce que ce n'est pas uniquement un club d'affaires pour se voir, boire un bon coup comme on dit et s'amuser, mais c'est aussi de participer à l'écosystème économique de la région de Charleroi. Et c'est dans ce cadre, avec ces nombreux projets, parce qu'on les connaît, c'est grâce aussi à l'initiative du gouvernement wallon, on a des projets comme Assisca, Cisca, Cité des métiers, le Biotech School,
et notamment le Dockin qui sera un écosystème créatif et digital. Donc, et on pourrait parler d'autres projets. Mais bon, ma première question, on a entendu Benoît qui a parlé un petit peu de la rétrospective des 2 ans et on voudrait savoir comment cela s'inscrit-il comment vous voyez ça dans la stratégie de la région wallonne. Voilà, bonjour Jean-Jacques, bonjour Benoît, bonjour à toutes et à tous, aux équipes, aux partenaires réunis. Tout d'abord, bon anniversaire pour ces 2 années de célébration de la stratégie Digital for AI. Je pense que ce qui a été mis en place est vraiment une action qui est non seulement concertée, déclinée autour de 4 grands axes, mais avec une vision stratégique, ce qui me semble particulièrement important. Et ce rendez-vous est un rendez-vous qui est aussi fédérateur, puisqu'on le voit de manière à construire ce qui se met en place, que ce soit à la fois dans l'axe intelligence artificielle, digital for AI et citoyens, entreprises, formation, compétences, ressources humaines, ou bien encore dans l'axe innovation, recherche. On sait que c'est vraiment la mobilisation des différents acteurs qui nous permet de soutenir ce qui est aujourd'hui mis en place. Et ce qui est mis en place, me semble-t-il, nécessite des soutiens. Benoît y a fait allusion. On a mobilisé dans le passé un certain nombre de moyens. Il faut effectivement que l'on puisse, notamment à la faveur du plan de relance, mobiliser des moyens complémentaires. Donc à ce stade, c'est 20 millions d'euros supplémentaires qu'on va dédicacer à la stratégie intelligence artificielle, parce que j'ai la conviction qu'on ne peut pas, en aucun cas, rester à quai, si vous me permettez l'expression, ou au bord du chemin. On voit que, par exemple, l'Europe elle-même a décidé de mobiliser des moyens considérables à travers ces programmes, je crois plus d'1 milliard d'euros, et escompte dans la prochaine décennie pouvoir ainsi déclencher des décisions d'investissement qui pourraient, dans la prochaine décennie bien sûr, mais aller jusqu'à 20 milliards d'euros d'investissements totaux. Et l'intelligence artificielle, que ce soit en ce qui concerne la société, l'institutionnel, etc., mais en ce qui concerne aussi notre activité économique, notre transition industrielle, est un élément absolument incontournable, notamment de cette relocalisation, ou en tout cas de ces outils de relocalisation ou de préservation de notre activité industrielle. Donc j'y suis aussi évidemment tout particulièrement sensible comme ministre de l'économie. Alors je dois m'excuser parce qu'en fait ce n'est pas le film James Bond, mais c'est Lucky Luke. Parce que le ministre tire plus vite que son nom, vu que la deuxième question était de savoir, à l'occasion des 2 ans d'anniversaire, quel était le beau cadeau qui allait être fait, monsieur le ministre. D'une part, un double cadeau, 2 années, donc un double cadeau, si je puis dire. On aura l'occasion de le montrer dans quelques instants, mais on va, à la suite du succès que tu as bien décrit, Benoît, on va lancer, et c'est maintenant, les nouveaux appels à projets concernant à la fois les programmes START, intelligence artificielle, ou encore Tremplin AI. Le but est effectivement de pouvoir poursuivre cette dynamique. Les chiffres sont vraiment... Les chiffres peuvent paraître très fugaces comme ça, ou parfois un peu arides, mais les chiffres que tu as montrés, Benoît, sont des chiffres très très éloquents. C'est plus de 120, 130 entreprises, partenaires, ce sont des sélections. On a eu l'occasion d'en visiter quelques-unes d'entreprises, notamment pour les tremplins, mais aussi pour les autres étapes, CAP ou START. Et tout ça me semble important. Donc le premier volet, on va y venir, c'est évidemment ces nouveaux appels qui auront lieu, et puis les financements complémentaires. On est dans une démarche où on a souhaité soutenir à travers TREL et ARIAC, c'était 32 millions d'euros, soutenir ce processus d'innovation et de recherche. Merci aux 5 universités partenaires, aux centres qui sont aussi mobilisés à cet égard. Et je pense qu'on doit systématiquement être au rendez-vous de ces décisions. Être au rendez-vous, c'est pas seulement faire quelques sourires à Charleroi dans une salle de cinéma, c'est pouvoir, au moment des débats budgétaires, dire voilà, on met des moyens, on obtient des moyens. Oui, c'est vrai qu'on peut saluer le travail fait en 2 ans, c'est remarquable, parce qu'on dit toujours, oui, mais la Wallonie, je peux vous dire, je faisais une conférence à Anvers il y a 3 jours, et je pense qu'on se rend compte que maintenant, la Wallonie, c'est the place to be, et on a pas mal d'intérêts de sociétés qui y viennent, et on s'en réjouit. Alors, la troisième question, c'est pratico-pratique, évidemment, c'est bien, il y a beaucoup de budget et ainsi de suite, et on aimerait bien savoir comment, sur le terrain, tout cela va-t-il se mettre en place pour les petites, moyennes et grandes entreprises? Ouais, ça me donne l'occasion peut-être de présenter en quelques mots. Vous
vous les connaissez partiellement, mais à la fois ces appels à projets. Donc tout d'abord, le premier d'entre eux consacré à la nouvelle vague, si je puis dire, des projets START, intelligence artificielle et AI, spécialement dédicacés à, et en partenariat avec Logistics in Wallonia et Mecatech, les pôles que je remercie également, à tout ce qui est chaîne de valeur, approvisionnement, et bien sûr transition industrielle. On sait qu'on a une présence économique, une présence industrielle assez forte dans ces secteurs, bien évidemment, globalement, mais on a aussi des enjeux très très forts, évidemment, en termes de transition, et en termes notamment de transition grâce à l'intelligence artificielle. Je fais un peu de teasing, puisqu'on sera ici même, à Charleroi, dans quelques jours, la semaine prochaine, pour le démonstrateur, ici chez Assisquin, E6Quin, et puis on va, dès le début de l'année prochaine, inaugurer un certain nombre de POC concernant la mise en œuvre, effectivement, avec la 5G, de déploiement et de nouvelles étapes, si je puis dire, dans notre déploiement. Mais l'autre élément, c'est l'appel tremplin, alors, qui est également mentionné derrière moi, puisque on est ici dans une étape supplémentaire. On met en œuvre déjà, on en a dépassé l'état des lieux, les opportunités qu'on a identifiées. On est dans la mise en œuvre déjà d'un process, d'une transition. Et ici aussi, soutien possible pour l'entreprise. Dans le premier cas, donc en ce qui concerne Start, on a à la fois l'accompagnement d'un certain nombre d'experts, d'un certain nombre de professionnels. Ça peut s'étaler sur 3-4 jours, répartis sur 2 ou 3 mois par exemple, plus un accompagnement financier, une aide très concrète en termes de soutien pour une aide qui peut aller jusqu'à 70% de 5 000 euros. Lorsqu'on est dans le dispositif tremplin, on a ici une intervention qui est plus considérable, comme vous l'observez, et donc on peut alors avoir aussi, ici aussi, un financement, qui est un financement de 70%. Donc je pense que concrètement, il y a l'accompagnement, il y a la dynamique, il y a l'expertise, et il y a un financement pour assumer une partie de cette expertise. Alors, pour terminer, évidemment, le temps passe très vite, mais c'est son inconvénient principal, en fait. Quel est le... Ben oui, mais tout à fait. Et puis, je peux vous dire que nous avons la chance, d'ailleurs, juste pour information, B4C fait un peu de publicité, fait une conférence le 28 avec l'entraîneur belge, Martinez. N'oublions quand même pas qu'il a aussi des succès, même si ça n'a pas très bien passé ces derniers temps. Il va nous parler du digital aussi dans le football. Mais je voulais simplement terminer par un petit mot, en tout cas, que vous puissiez terminer par un petit mot et nous parler un petit peu de la vision du futur. En quelques temps, autrement c'est moi qui vais prendre les coups. Ok, je vais être très très bref. Je pense qu'il faut vraiment poursuivre d'une part les différents éléments d'orientation qu'on a mentionnés. Je pense qu'on doit étendre notre scope de réflexion aussi aux institutions publiques, aux administrations publiques et à d'autres interlocuteurs. Je crois que tout le débat sur la connectivité n'est évidemment pas loin par rapport à ce que nous mentionnons aujourd'hui. Et puis moi je crois beaucoup dans l'innovation, dans la recherche, dans l'investissement dans les ressources humaines. Et si on parvient à conjuguer ensemble la mobilisation de tous les acteurs, publics, privés, parapublics, etc., l'investissement dans les ressources humaines, capital à mes yeux. Et puis l'investissement dans l'innovation, dans la recherche. Je pense qu'on pourra ensemble, en Wallonie aussi, faire la démonstration que, décidément, il faut faire confiance au génie humain. Il faut le surveiller, mais il faut faire confiance au génie humain. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. C'est moi qui te remercie, Jean-Jacques. Et donc, tu veux rappeler la conférence alors de Martinez qui a lieu C'est extraordinaire. C'est le 28, c'est le 28 octobre et il viendra nous parler, comme je vous le dis, bien sûr de sport, mais surtout comment il a développé et comment on arrive avec ces techniques digitales à arriver à des performances. Parce que n'oublions pas, même si on a été éliminé, qu'on est premier au ranking mondial. Voilà. Et s'il peut nous prédire lui aussi le futur, ça nous aidera. Merci. Oui, merci beaucoup. Merci, messieurs. Alors, je crois que la conclusion de toute cette discussion, c'est que, en tant qu'entreprise, surtout, n'hésitez pas. Lancez-vous dans Tremplin, dans Startia, et dans votre petit sac, vous avez aussi une explication des différents dispositifs, de manière à pouvoir dès demain en discuter avec vos équipes et voir dans quel domaine vous pourriez tester l'IA au sein de votre entreprise.
Alors j'ai maintenant le plaisir d'appeler Mieke de Catelaar, qui est directrice AI à IMEC. Elle est ingénieure civile et elle est impliquée en intelligence artificielle depuis plus de 20 ans. Elle a été entre autres nominée ICT Woman of the Year 2018 et est aussi l'auteur du livre qui vous est offert, qui est dans votre sac, Comment rassurer pour que l'intelligence artificielle s'adapte à notre société. Elle va nous parler de comment l'intelligence artificielle s'insinue dans notre réalité à une vitesse vertigineuse et deviendra cruciale pour notre avenir. Voici. Bonjour à tous et à toutes. Tout grand merci pour m'avoir ici sur cette conférence. Je vais vous parler quelques minutes sur le livre parce que pourquoi est-ce que j'ai écrit un livre sur un thème où il y a déjà tellement de livres sur le marché? En fait, il y avait deux raisons. Tout d'abord, comme ingénieur, je trouve qu'on a fait une erreur. On n'a pas assez trop loin pour expliquer mieux aux citoyens, aux entreprises, comment cette technologie elle fonctionne, mais aussi comment elle ne fonctionne pas. Donc ça, c'était une première raison. Deuxième raison, c'était le fait que les entreprises qui ont bien compris la technologie, pour moi, ils ont été un peu trop loin dans l'utilisation. Trop loin comparé avec la rêve originale, c'est-à-dire mieux comprendre l'intelligence humaine et augmenter cette intelligence. Donc ça, c'était les deux raisons à créer ce livre. Non, le livre est actuellement disponible en 3 langues, il viendra bientôt aussi en allemand. Quand on regarde les chiffres aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est important à voir? Aujourd'hui, 2% de l'émission de CO2, c'est directement lié au système intellectuel, aux capteurs et le reste. Si on ne fait pas d'action, on sera à 20% en 2030. Donc, qu'est-ce qu'il faudra mettre en place pour assurer qu'on peut profiter du valeur que l'IA peut apporter, mais au même moment qu'on regarde quand même aussi des autres thèmes au niveau de l'énergie. Ça, c'est un point important. Deuxième point, c'est on observe que 17%, et parfois on dit 22%, mais donc autour de ce chiffre-là, des entreprises arrivent à bien mettre l'IA dans l'opérationnel, même si que 85% démarrent. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et je vois qu'en fait, des thèmes principaux comme la sécurité, l'éthique, l'expérience client n'est pas pris en charge au moment de la création des systèmes. Et c'est pour ça que beaucoup de systèmes s'arrêtent après un POC, un pilote ou un prototype. C'est un point important à regarder. Troisième point important à regarder, c'est que même des entreprises qui sont déjà très loin dans l'intelligence artificielle voient les limitations. Par exemple, Amazon, l'année passée, ils ont dû arrêter 35% des modèles parce que le monde avait changé. Ce simple fait, la connaissance qu'un modèle basé sur l'IA est directement lié à un certain contexte, et si le contexte change, il faut regarder les modèles. En fait, c'est très connu dans les data scientists, dans les labos, mais c'est peu connu dans les entreprises. Donc, il faudrait aussi, à ce niveau-là, qu'on augmente la connaissance. Les actions à prendre. Il est important qu'on mette ces actions dans un système d'économie actuel, c'est-à-dire un système où on ne regarde pas seulement le profit, mais aussi l'importance pour la planète et le peuple. Au niveau du profit, parce que l'IA, je confirme, après 30 ans, ça continue à apporter beaucoup de valeur, mais je vois que beaucoup d'entreprises démarrent du point de vue, ce que j'appelle trop tactique. Ils regardent l'IA comme une approche basée sur des données et la technologie. Mais je dois être honnête, ce n'est pas à ce niveau-là que ça bloque. Ça fonctionne super bien. C'est l'autre niveau, c'est l'autre côté du slide. C'est au niveau des équipes qui sont nécessaires pour bien mettre ça en œuvre. C'est au niveau de connaissances et processus que ça bloque. Savoir que tout le monde a un rôle et une responsabilité à jouer dans une entreprise, c'est une approche stratégique. C'est beaucoup plus top-down que le bottom-up qu'on connaît à ce moment-ci. Donc c'est important d'avoir cette connaissance avant de démarrer. Et je suis fière de faire partie de AI for Belgium, où il y a beaucoup de partenaires qui peuvent vous aider à ce niveau-là, à passer cette connaissance. Même à Goria, ils ont créé des cours pour aider des entreprises du côté droit. C'est la façon stratégique. Ça doit passer de la comité de direction jusqu'aux équipes. C'est important. Au niveau de la planète, il faut savoir que, comme les chiffres ont montré, il y a des actions à prendre. Il est nécessaire qu'on cherche des techniques qui peuvent nous apporter la valeur de l'IA, mais avec une consommation beaucoup plus bas au niveau de l'énergie. Et je suis fière d'être là parce que
pour être honnête, on a trouvé ces techniques. Ils sont déjà disponibles. Mais ils sont disponibles au niveau des labos. Les labos de recherche chez IMEC, les labos de recherche ici dans les universités. Ils n'ont pas encore trouvé vers l'extérieur, vers les entreprises, comment il faut les mettre en place dans l'opérationnel. Et les techniques se retrouvent au niveau des puces, des nouveaux puces qu'on va mettre sur le marché, des algorithmes, mais aussi au niveau de l'architecture. Et c'est absolument nécessaire qu'on crée beaucoup plus de ponts entre les centres de recherche et les entreprises pour passer ce message-là. Et finalement, c'est important de comprendre qu'avec l'IA, on est comme avec les voitures dans les années 50 du siècle passé. La voiture nous a amenés de Charleroi à la mer, mais avec un moteur qui n'était pas tellement bien pour le climat. Quand on regarde aujourd'hui, la voiture fait exactement la même chose. Elle nous amène de Charleroi à la mer, mais avec un moteur optimalisé. Et en fait, c'est exactement ça qu'il faudra faire aussi avec l'IA. Il faut travailler sur les moteurs pour rassurer qu'on peut profiter de la valeur, mais avec un impact sur le climat beaucoup plus bas. Quand je reste avec cette image, avec la voiture, il faut savoir aussi, quand on regarde les images des années 50, qu'il n'y avait pas de permis de conduire, il y avait peu de signalisation, il n'y avait pas de contrôle technique. Il y avait beaucoup d'accidents aussi, parce qu'il n'y avait pas ce cadre pour protéger l'homme, pour pouvoir sécuriser l'homme. Aujourd'hui, avec l'IA, on est au même niveau. Il n'y a pas de cadre. Il faut savoir que l'Europe nous a donné déjà quelques documents au niveau de l'éthique, des questions à suivre. Et aujourd'hui, cette année-ci, en 2021, ils ont lancé un autre document avec des règles. Mais soyez clairs, les règles ne vont pas se mettre en place dans les années qui viennent. Ça va prendre encore 3-4 ans avant que le cadre qu'on doit suivre sera disponible. Cela veut dire que c'est la responsabilité de chaque personne dans l'entreprise qui va utiliser l'IA ou qui va créer des solutions d'IA de prendre sa responsabilité. Et donc, dans mon livre, c'est très clair que cette responsabilité n'est pas seulement au niveau du data scientist ou l'ingénieur. C'est devenu la responsabilité de tout le monde qui est impliqué. Tout le monde qui est impliqué dans les systèmes d'IA doit sortir de son silo et chercher des ponts vers l'autre dans une façon multidisciplinaire. Et si c'est trop difficile parce qu'on est trop loin dans notre expertise, il faudra mettre en place ce que j'appelle le traducteur d'IA. Le traducteur d'IA n'a pas d'expertise dans un domaine, mais connaît un peu de tout. Et ce traducteur d'IA, en fait, dans mon livre, il est devenu le rôle principal. Et moi, je suis à la recherche de traducteurs d'IA pour la Belgique, pour la Wallonie. Je vous souhaite une bonne lecture de mon livre. Merci beaucoup. Merci, Nick. Ça ne nous a donné que plus envie de lire le livre que vous retrouvez donc dans votre petit sac. Alors, on a beaucoup parlé d'institutionnel, de lancement d'appels à projets, mais on n'a pas encore donné beaucoup la parole aux entreprises. Et donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Dans le cadre de Tremplin IA, vous le lirez dans les documents qui sont à votre disposition, il y a systématiquement des duos, en fait. Une entreprise qui offre une solution d'intelligence artificielle et une entreprise qui en bénéficie. Et donc, on a décidé de vous faire vivre l'expérience Tremplin IA via 4 duos. Et le premier duo, c'est Sagacify et Cizeo. Alors, Kevin Françoise, qui a déjà pris place à la table chez Sagacify, et Grégory Reichling, qui est CEO de Cizeo et que l'on verra en vidéo. Donc, vous, votre cas pratique, en fait, c'est d'avoir rendu un bras robotisé sur une chaîne de production plus intelligent. Mais on va d'abord laisser la parole, je pense, à Kevin, et puis on verra Grégory. Donc, c'est à vous. Merci beaucoup Clarisse pour l'introduction. Bonsoir à tous. Je m'appelle Kevin Françoise, donc CEO et fondateur de Sagacify. Alors, malheureusement, Grégory n'a pas pu se joindre à nous ce soir. Et donc, à la place, il est prévu de passer une petite vidéo pour introduire le projet sur lequel on a travaillé, que je commenterai juste après avec une petite histoire. Bienvenue chez Cizeo. Donc notre métier, c'est intégrateur de machines spéciales. On conçoit et on développe des machines
spéciales pour le secteur des sciences du vivant, comme le pharmaceutique et les biotech. Ici, nous allons rentrer dans notre atelier. Avec les technologies de programmation classique, on arrive à gérer toute une série de cas industriels d'automatisation qu'on rencontre tous les jours, mais parfois on arrive à des cas plus complexes qu'on n'arrive pas à programmer de manière classique. Quand on décide de sortir les boîtes des palettes, c'est pas évident pour le robot de savoir quelle boîte il faut prendre en premier pour qu'elle soit manipulée correctement et qu'elle ne se bouscule pas l'une l'autre. Et l'objectif du projet ici, c'est de développer des algorithmes qui permettent au robot d'apprendre la meilleure séquence de manipulation des boîtes pour les sortir des palettes. Voilà, donc ça c'était la petite introduction du projet. Donc moi ce que je vais faire, c'est vous raconter en fait le début d'une longue histoire de collaboration entre Sagisfy et CCO. Et donc comme vous l'avez compris, CCO et Citus Engineering sont des spécialistes dans l'automatisation des processus industriels. Et nous sommes des spécialistes dans l'automatisation des process opérationnels. Et donc en fait, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que CCO n'a pas attendu l'intelligence artificielle pour automatiser leur processus. Ils font ça depuis des années, en tout cas depuis leur création. Et donc quand nous, automaticiens aussi, sommes venus les voir, eh bien, c'est clair que Grégory alors il n'a pas été sceptique, il a vite compris les bénéfices que pouvait apporter l'intelligence artificielle, mais il avait eu du mal à voir en quoi ça pouvait l'aider, où étaient les opportunités et comment l'intégrer. Et c'est une question qui est tout à fait légitime, parce qu'elle n'est pas isolée à cette entreprise-là. En fait, toutes les entreprises qui ont des processus industriels ou d'automatisation ou d'assemblage ont les mêmes questions ou les mêmes scepticismes, mais tous les secteurs ont ça aussi. À partir du moment où on a de l'informatique et de la digitalisation dans les processus opérationnels, nos clients vont avoir la même question. Ils vont se dire, on automatise déjà nos emails, on automatise déjà les traitements documentaires, on automatise déjà nos lignes d'assemblage. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de l'AI pour faire quelque chose qu'on fait déjà? Donc, du mal à voir le bénéfice par rapport à ce qu'ils font déjà. Et donc, c'est là qu'arrivent le Start IA et le Tremplin IA, qui ont été des tremplins et qui ont favorisé la création d'une collaboration. C'est-à-dire que dans le cas du Start IA, ça a permis de concrétiser en fait une analyse profonde des processus chez CCO par Sagisfy, et on a pu identifier en fait une opportunité de collaboration et de création de valeur qui était l'automatisation du contrôle robotique pour des manipulations complexes et ambiguës. Et c'est bien ça qu'il faut comprendre, c'est que l'IA ici a permis d'automatiser des opérations complexes et ambiguës qui auraient été vraiment beaucoup trop compliquées à automatiser via des méthodes traditionnelles ou de la programmation classique. C'est vraiment ça en fait, c'est-à-dire qu'on a ouvert des nouvelles opportunités, des nouvelles possibilités pour CCO de créer des produits commercialisables. Et donc ça a été un grand succès, parce que donc après le proof of concept qu'on a pu réaliser ensemble, qui a montré des super performances, qui a montré qu'on pouvait atteindre les cadences de production industrielle, avec des coûts suffisamment de coûts par minute, une performance suffisante qui faisait en sorte qu'il ne fallait pas un opérateur en permanence à côté du robot pour le débloquer le cas échéant. Et donc c'était un tel succès qu'on a pu aller ensemble en prospection vers un premier client qui a validé la valeur commerciale de cette collaboration. Donc ça, c'était un premier pas, et maintenant, en fait, on s'inscrit dans une collaboration plus long terme ensemble, où on prospecte ensemble. Il y a vraiment la création d'une nouvelle proposition de valeur par CCO et Sagisfy vers leur marché. Donc résultat très encourageant. Et donc si je peux peut-être leur donner un conseil, mais comme vous l'avez vu, il y avait un petit peu de scepticisme au début, et donc le Start IA et le Tremplin ont vraiment été un vecteur de création, de collaboration, qui ont permis quelque part à CCO de franchir le pas, pour lequel il était un petit peu sceptique au début, et qui ont montré qu'on pouvait collaborer. Donc j'invite vraiment tous les industriels à aussi faire le pas, c'est-à-dire communiquer avec des experts en intelligence artificielle, comme Sagisfy et bien d'autres, qui ont l'expérience et l'expertise de terrain pour montrer ce qu'il est possible de faire, et surtout aussi commencer par des projets qui vont rapidement développer de la valeur, qui sont peu risqués pour prouver en interne dans l'entreprise les bénéfices de l'intelligence artificielle. Donc il ne faut plus attendre. Merci. Merci. Merci à vous. Alors,
j'en profite pour appeler maintenant Pierre van der Missen et Yves Collinet. Donc, ils viennent chacun des éditions Dupuis et de Micropole. Donc, leur cas, ça a été d'améliorer la prédiction des ventes des éditions Dupuis et en particulier de la bande dessinée. Voilà, bonsoir à tous. Alors, nous avons au début été les lauréats de Startia, et puis donc pour analyser les données, et puis nous avons été les lauréats de Tremplin IA. Donc, je vais vous présenter ce projet. Donc Dupuis qui fêtera ses 100 ans l'année prochaine, et depuis des décennies la référence en BD de jeunesse. Donc il fait partie du groupe Média Participation, avec par exemple Dargaud, Lombard, La Martinière, Le Seuil. Et nous avons choisi comme partenaire pour l'expertise IA le groupe Micropole. Alors Dupuis en tant qu'éditeur tire la majorité de ses profits de vente de BD. Alors, avant de les vendre, il faut bien sûr les imprimer. Si on imprime trop peu, on loupe des ventes et réimprimer en catastrophe est très coûteux. Et si on imprime trop, en fait, ça nous coûte cher en stockage, en logistique, éventuellement avec des destructions. Et il y a un surcoût au niveau de l'impression, bien sûr. Donc, on sent qu'entre imprimer trop et imprimer trop peu, il y a un optimum à trouver. Et donc, cet optimum, c'est vraiment la raison d'être de ce projet. Et est-ce que l'IA peut nous aider à optimiser, à trouver cet optimum? Alors, pour ce faire, nous sommes basés sur des données, bien sûr. Donc, nous sommes basés sur les données GFK, qui sont des statistiques de vente qui sont basées sur les sorties caisses. Ça permet d'évaluer les écoulements. Nous sommes partis sur des données sur les produits et sur les dernières années des ventes facturées. Nous avons envoyé tout ça dans le cloud Amazon en particulier, et en tout particulièrement Amazon Forecast. Alors, nous avons récupéré donc un POC, il est disponible maintenant, et il nous permet d'avoir des marges d'erreur par rapport au tirage. Il y a une volonté en interne de faire évoluer ce modèle et de continuer le projet. Bonsoir, Yves Collinet, donc du groupe Micropole. On a travaillé, on a cité les outils d'Agoria tout à l'heure, donc c'est l'occasion d'en faire un peu la pub. Donc ces programmes de stratégie par rapport à l'IA, etc. Donc on a essayé de s'accrocher à ces frameworks, dire un peu quel est l'impact finalement, potentiellement, de ce qu'on fait, vers quoi ça pourrait aller. Donc on a retenu trois impacts potentiels et qu'on essaye de travailler aujourd'hui. Donc qui est vraiment d'aider au niveau durabilité à ne pas avoir des stocks démentiels, donc ça a été cité en introduction ici dans du cas, d'améliorer vraiment les processus de forecasting, tant pour des raisons financières que aussi de ressources globales, et d'amener de l'innovation dans un processus qui finalement est relativement, je dirais, standard, et sur laquelle le cloud et les technologies de l'IA en particulier ont un rôle intéressant à jouer. Ça me permet peut-être d'enchaîner ici sur un peu des constats et des conseils qu'on voit et qu'on voulait partager un peu avec vous ce soir aussi. Bon, Mick l'a très très bien expliqué, l'IA est vraiment une transformation, ça a été dit aussi par Monsieur le Ministre en introduction, sociétale, transverse, etc. Et donc les entreprises ont aujourd'hui un défi historique avec cette transformation, un défi mais aussi des opportunités comme elles n'en ont jamais eu sans doute. Et cette transformation, elle peut pas se faire de façon technique. La technique va être un outil, mais ça va être basé sur des objectifs de transformation et surtout différentes gradations de ces objectifs. Donc on peut dire qu'on va optimiser, qu'on va automatiser, éventuellement réinventer un certain nombre de choses, voire carrément disrupter ce qu'on faisait au préalable. Donc tout ça, ça indique bien qu'il y a une démarche à suivre et que finalement, comme disent nos amis anglais, le journey est beaucoup plus important que le résultat qu'on va atteindre. Et donc la façon de se mettre en mouvement,
la façon dont on va mettre tous les stakeholders, toutes les parties prenantes, je dirais, autour de ce projet est finalement plus importante dans la mise en œuvre que les premiers résultats que vous allez obtenir. Et ça, on a pu le démontrer déjà à maintes fois. Donc vraiment une méthode de travail basée sur évidemment de la technologie. Il faut la choisir, il faut la plateformiser ou pas, etc. Les gens, qu'est-ce que vous avez à bord, qu'est-ce qui est disponible dans le marché ou pas, le rôle éventuellement des universités en collaboration avec nous, et puis toute une gouvernance finalement de cette transformation sur certainement l'agilité, les résultats, la vitesse du business et pas de la technologie, un focus absolument, un focus sur les objectifs qu'on s'est fixés, de se les fixer et les garder jusqu'au bout, même si on rate, mais au moins savoir pourquoi on a raté et le débriefer, et surtout un focus orienté sur des résultats de transformation de l'organisation. Alors nous, chez Micropole, on trouve qu'il y a une analogie particulièrement intéressante avec le monde du design thinking. On appelle ça data thinking, et on a réinventé finalement un ensemble de façons de s'y prendre autour du data thinking, en fait, qui s'inspire totalement de la... Puisqu'en fait, tout ce qu'on a fait dans les produits ces 20-30 dernières années, les data aujourd'hui sont le produit de demain de la majorité des entreprises. Et donc le data thinking pour nous est vraiment une façon telle que ça a déjà pu être démontré par des entreprises comme Apple dans le passé. Voilà. Merci. Juste un partage. Merci, messieurs. Alors, je vous propose maintenant d'accueillir un troisième témoignage. C'est Thibaut Barra, qui est General Manager chez Dreamwall, et Laurent Renard, CEO de Phoenix AI. Donc, eux, leur sujet, ça va être de comment l'IA a pu contribuer à l'habillage des productions TV Sport. Voilà. Merci Clarisse, merci Laurent. Voilà, bon, on est effectivement très fiers d'avoir été sélectionnés pour évidemment le tremplin IA. Alors, notre problématique chez Dreamwall, c'est venu à partir du moment où j'ai voulu adresser le monde sportif et principalement le football dans un premier temps. Avec la pandémie, les spectateurs ont évidemment n'ont pu avoir accès au stade, et à partir de là, chez Dreamwall, est venue l'idée de remplir les stades avec des spectateurs virtuels. Mais qui dit aussi spectateurs virtuels dit aussi plus de possibilités de visibilité pour les partenaires des clubs, des fédérations. Et donc, lorsqu'on a mis tout ça en place il y a un peu plus d'un an, premier match pour les Diables Rouges, tout le monde a trouvé que notre travail était extraordinaire, notamment au niveau de l'UEFA, mais subsistait un petit problème. Donc, on parle de réalité augmentée dans des images, et je vais vous montrer la problématique. Donc, si on pouvait montrer. Donc vous voyez ici tout ce qui concerne la réalité augmentée. Voilà, vous voyez le ballon. Hop, on ne voit plus le ballon, il est parti. Voilà. Et donc pourquoi ? Parce que la réalité augmentée, vous voyez au-dessus des tribunes. Voilà, ce sont des badges virtuels, du LED-boarding virtuel. Et donc c'est de la réalité augmentée qui permet d'accroître la visibilité des partenaires des fédérations. Et lorsque l'UEFA a vu ça, ils ont dit ouais, bah, c'est super ce que vous faites. Il y a juste un petit problème, c'est que on perd le ballon. Donc ils me disent, voilà, revenez nous voir quand vous aurez trouvé une solution. Et je me rappelle qu'il y a 2 ans, j'avais croisé Laurent au salon IBC à Amsterdam. Et il m'avait dit, mais nous on travaille maintenant sur des petits trucs là avec Phoenix, où on essaye de justement pouvoir détecter les LED-boarding en bas des terrains et qui sont masqués par des joueurs. Donc la problématique, lorsque je l'ai exprimé à Laurent, la réponse a été « c'est possible ». Voilà. Et donc je dis bon, parfait, voyons-nous. C'est Laurent qui porte à ma connaissance l'existence du programme. Et donc, assez rapidement, on y est allé. Je dis, ah bon, c'est possible. Il faut savoir que moi, je viens du domaine du graphisme et qu'avant, pour essayer de détourer, créer des masques pour les joueurs, ça prend un peu de temps. Hein. Donc, malgré les nouveaux outils. Et donc, voilà, on s'est rencontrés, on a rentré le dossier et puis tout de suite mis au travail. Et donc, on va vous montrer. Maintenant, on peut lancer la seconde vidéo. Le travail qui a été fait.
donc par les équipes de Phoenix. Donc on voit la détection, vous voyez la balle qui est référencée, souvent en bleu. Les joueurs sont aussi détectés. Et donc lorsque Laurent m'envoie les premiers résultats, on a à côté un indice, l'indice de confiance, on va dire, de l'intelligence artificielle sur le fait qu'il soit que le cerveau soit certain de reconnaître une balle ou pas. Donc il y a un indice de confiance. Et vous voyez ici, tous les joueurs maintenant ont quelque chose de bleuté sur eux. Donc c'est un masque qui est réalisé en temps réel, basé sur l'intelligence artificielle, donc la détection. Et donc ces masques, lorsqu'on fait de la réalité augmentée, on vient ajouter une couche sur l'image, certes dans les perspectives du stade, mais évidemment, cette couche va me permettre de rajouter, on va dire, au-dessus de la réalité augmentée, une couche avec le ballon et les joueurs. Voilà. Donc, Laurent, tu voulais... Parce que tu es là, mais tu n'as rien dit finalement. Je vais dire un peu. Bonsoir, donc Laurent Renard, Phoenix AI. Je remercie Thibaut, qui est actif dans un marché où il y a très peu de visionnaires, très peu de gens qui savent déjà avoir une idée de ce que sera le futur, donc que sera la télévision dans 5 ans. Thibaut là, et donc grâce à l'initiative des Digital Wallonia, on est arrivé à amener ce genre de technologie dans un marché qui au départ n'est pas mature pour amener ce genre de technologie. Et donc là, monsieur le ministre, on a quand même de très bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, c'est qu'on a un visionnaire wallon qui est demandeur au départ. On a un programme qui fonctionne. Et on a une technologie, je crois que c'est super important, qui est 100% wallonne. C'est-à-dire qu'ici, on a bénéficié heureusement d'images amenées par le broadcaster, qui sont restées sur les serveurs wallons, qui ne sont pas allés donc dans l'intelligence artificielle importée des Amazones et consorts, rester chez nous, entraîner avec des ingénieurs wallons, un résultat reste ici et est amené ensuite sur le terrain dans une entreprise wallonne. C'est aussi méga important, puisque ce qui aurait pu se passer, c'est qu'on réalise tout un tas d'entraînements d'intelligence artificielle quelque part sur un serveur et ainsi de suite. Amazon notamment vous dira que ces images ne sont pas récupérées, Dieu seul sait ce qui arrivera par la suite. Donc voilà, on a le grand message, et après je terminerai, c'est qu'il faut évidemment, pour avoir ce genre de résultat, bénéficier d'images, ce qui a été le cas avec nos amis de Dreamall, de beaucoup d'images, et puis il faut un savoir-faire. Ce savoir-faire, on l'a en Wallonie, et il faut essayer de le garder. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup. Voilà. Et je voudrais juste ajouter un élément, c'est qu'au cours de ce processus, moi je pensais juste récupérer le ballon. Maintenant on récupère les joueurs et on va être capable de remettre les joueurs devant des leadboarding virtuels qui n'existent pas au bord des terrains ou qui vont permettre de venir remplacer les contenus des leadboarding existants. Et donc ça, ce sont des nouvelles pistes de business qui sont nées de la collaboration. Il fallait le souligner aussi. Merci. Merci à vous deux. Alors j'appelle maintenant Éric Collet et Caroline Vandenplas de B12 et de Fernand Georges. Ils vont nous parler d'une thématique liée à l'e-commerce et à la quincaillerie. Donc l'intelligence artificielle, ça peut être une histoire de serrure. Donc voilà, je représente la société Fernand Georges, quincailler depuis plus de 100 ans. Actuellement, c'est 120 personnes, 3 comptoirs de vente à travers la Wallonie, avec beaucoup de savoir-faire au niveau de différents corps de métier orientés autour de la menuiserie. Voilà, et ben moi je suis AI Lead chez B12 Consulting, que vous connaissez tous, j'espère. Donc je vais laisser Eric présenter le début du projet et comment ils sont venus à l'idée de faire de l'IA dans la quincaillerie. Donc voilà, comme vous le voyez sur l'écran, nous, l'essentiel de nos comptoirs de vente sont confrontés très souvent à du service après-vente sur de la serrurerie. Faut savoir que cette serrure n'intéresse personne. Elle n'intéresse personne. C'est très compliqué aussi de trouver du personnel formé, capable d'identifier une serrure. Et cette serrure, par la même occasion, quand elle est cassée, elle embête tout le monde. Donc il nous fallait arriver à essayer de
augmenter la rapidité de réponse en termes de SAV. Donc ici, chez nous, nous avons 30 000 articles en stock. L'identification des serrures est très complexe, beaucoup de mesures différentes à prendre. Essentiellement des techniques liées à la fabrication. La fabrication est différente en France, en Allemagne, en Belgique. Donc on s'est dit pourquoi pas essayer de développer un partenariat en intelligence artificielle pour pouvoir essayer de rentrer dans une base de données la totalité de nos serrures. Ensuite, quand la personne se présente chez nous, on photographie la serrure. Le vendeur qui manque peut-être d'expérience avec soit il y a très peu de temps qu'il est dans la société et qu'il n'a pas encore cette capacité d'identifier des serrures avec l'expérience, l'intelligence artificielle va le guider et va lui dire par quoi il peut la remplacer. On peut passer au slide suivant. Donc ce qu'on va voir ici, c'est une démo parce qu'il y a déjà une application qui a été développée dans laquelle l'algorithme IA est embedded, je ne trouve pas le mot en français. Donc je ne sais pas si on peut lancer la vidéo, mais là on voit Maxime qui vous montre donc pour avoir une proposition de serrure, il suffit d'avoir en fait une feuille A4, de poser la serrure dessus. Alors il y a la feuille noire en dessous parce qu'il faut quand même un contraste pour pouvoir contourner la feuille A4. On prend une photo des deux côtés de la serrure pour pouvoir définir des caractéristiques importantes de la serrure qu'on a définies ensemble avec les employés de Fernand Georges qui nous ont beaucoup aidé à comprendre ce qui était important quand on décidait d'une serrure de remplacement. Donc voilà, c'est très vite, c'est très facile. Ensuite, on prend une photo du dessus de la serrure, donc de la partie visible. Ça nous permet d'identifier en fait le sens d'ouverture de la porte, mais aussi la forme qui est important quand on remplace une serrure. Ensuite, on envoie ces photos à l'algorithme qui va faire une prédiction sur les caractéristiques importantes de la serrure et qui fait une recommandation qui vient du catalogue de Fernand Georges. Voilà. On peut passer au slide suivant, j'en ai encore un. Alors un petit peu pour conclure, donc comme vous voyez, l'IA c'est vraiment pour toutes les entreprises, quel que soit le secteur et quelle que soit leur taille. Ce qui est important, c'est que la solution représente vraiment une valeur ajoutée pour l'entreprise. Et pour avoir ça, il faut vraiment se baser sur 3 piliers très importants et fondamentaux. D'abord, il faut une problématique business à résoudre pour que la solution IA ait un impact positif sur l'entreprise. C'est très important. Et puis, il y a 2 piliers qui concernent plus la faisabilité. Il faut des données de qualité en suffisance et une expertise technologique qui rencontre une expertise sectorielle, comme on a eu avec Fernand Georges. Ils nous ont beaucoup expliqué ce qui était important quand on remplaçait une serrure, et nous, on les a aidés à mettre cette intelligence sectorielle dans un algorithme IA avec notre expertise technologique. Donc voilà, si vous avez envie de vous lancer dans l'aventure IA, les Start IA et les tremplins IA sont vraiment de bons... Je pense que ce dernier témoignage était particulièrement pédagogique, donc merci beaucoup à vous deux. On aura eu James Bond, Lucky Luke et même Arsène Lupin. Je vais peut-être proposer aux gens qui sont derrière de venir s'asseoir parce qu'il reste quand même encore un petit quart d'heure, donc n'hésitez pas à descendre, il reste plein de place dans la salle. On va passer maintenant à l'axe recherche de Digital Wallonia for AI. C'est Benoît Mac, qui est professeur à l'UC Louvain, qui va venir nous expliquer le programme Trail. Voilà, merci beaucoup. Donc, dans le domaine de l'intelligence artificielle, à l'instar de ce qui se passe dans les écosystèmes à Paris, à Berlin, à Montréal, on s'est rendu compte avec quelques amis qui étaient actifs, on est actifs en intelligence artificielle en région Wallonne en recherche depuis 30 ans, qu'il était indispensable pour l'économie de la région Wallonne et pour bien former des jeunes experts nécessaires au développement des entreprises, de se mettre ensemble, de mettre nos compétences ensemble, toutes les universités actives dans le domaine et les centres de recherche agréés dans ce domaine. Et donc, avec mon ami Thierry Dutoit,
toi, avec le centre Multitel, avec d'autres. On était frappé à la porte du gouvernement wallon qui nous a bien reçus et on a fait un travail avec l'administration SPWR, avec le cabinet de Monsieur le ministre. Et merci Monsieur le ministre et le gouvernement pour nous avoir fait cette confiance, de nous lancer et de lancer le premier institut numérique virtuel. Chacun reste chez soi, mais on se voit très régulièrement, on se croise, on a des tas d'interconnexions entre nous. Je vais vous expliquer ces interconnexions qui nous ont permis de lancer cet Institut Trail et je vais vous dire en quelques mots quelles sont les choses qui s'y font. En fait, Trail, c'est un trajet, on a parlé de trajet tout à l'heure, effectivement. C'est un institut virtuel qui a plusieurs choses. La première chose, c'est d'avoir un institut qui permet de cultiver l'excellence en recherche en région wallonne. On avait des gens visibles à l'international, des gens qui allaient régulièrement au MIT, au Japon, etc. Maintenant, on les met tous ensemble, on a une seule vitrine, ça nous rend visible à l'international, mais ça nous rend aussi accessible aux entreprises de la région. Ça nous rend accessible aux jeunes qui voient qui on est et vers quoi on va. Vous voyez le trajet, le Trail Challenge, on a construit grâce au réseau IA, grâce à d'autres, grâce au Ciris, Agoria, etc. On a créé 7 grands challenges sur lesquels les chercheurs qui sont payés par Trail directement par la région wallonne, mais aussi des tas d'autres chercheurs payés par le FNRS, par le FRIA, par d'autres programmes de la région wallonne, s'exercent en collaboration directe avec l'industrie. Ça, c'est grand challenge, je vais passer très rapidement dessus. Et puis, on a fait une Trail Factory. La Trail Factory, c'est un endroit où les modules qui sont développés par la recherche sont rendus disponibles de façon la plus efficace possible aux entreprises. Mais on veut faire plus que ça. On voudrait carrément avoir un workshop permanent, un hackathon permanent avec des gens qui sont dans les entreprises. Donc, quand on discute avec les entreprises qui sont là, ils nous disent, nous, on a des jeunes chez nous qui sortent de vos labos, ils viennent dans nos boîtes, mais ils veulent garder le contact avec l'université, ils veulent garder le contact avec l'international, avec la recherche. Eh bien, on veut faire ce contact permanent, non pas seulement par des cours, mais par du travail collectif avec les boîtes sur les challenges au sein de la Trail Factory. Et puis, bien sûr, on veut encourager la création de jeunes startups, des startups qui porteraient des idées qui n'existent pas encore et qui ne sont pas encore portées aujourd'hui par les sociétés existantes. Mais le but premier, c'est de développer les sociétés existantes et de les renforcer. Alors, ici. Alors voilà, vous voyez les partenaires de Trail, vous les connaissez tous, hein, 5 universités, 4 centres de recherche agréés. Peut-être une caractéristique, c'est qu'il y avait en région wallonne peut-être un fossé trop grand entre l'université et les centres de recherche agréés. C'est important, les Fraunhofer en Allemagne, les universités sont directement impliquées dedans, il y a une mécanique, une fluidité qui se passe vraiment très bien. Chacun comprend son rôle et ici, c'était intéressant de nous mettre tous ensemble, l'ECRA étant très focalisé sur le service direct, le transfert de technologie vers les universités, les centres de recherche agréés, les universités devant cultiver l'excellence et la formation des jeunes experts. Alors, un des tout premiers buts de Trail, c'est de former 60 chercheurs aux frontières des connaissances, aux frontières de la recherche et de l'industrie, aux frontières de l'innovation. J'ai fait juste un snapshot des 60 chercheurs. En fait, quand on a commencé Trail, quand on a commencé à concevoir Trail, on s'est demandé, on a été voir des gens qui venaient de l'extérieur. Il y avait une personne de l'ADN, Émilie, qui était venue nous voir et elle nous a dit « Qu'est-ce que vous avez besoin ?» Et alors on a été voir et on a dit « Si on peut fournir 60 experts de haut niveau international, mais qui sont en contact très régulier avec les entreprises et qui puissent venir irriguer l'économie de la région wallonne, on a réussi une partie de notre pari. Mais on ne veut pas se limiter à ça. On ne veut pas se limiter à ça parce qu'on veut que ces 60 chercheurs développent leur excellence à un haut niveau international. Donc on a identifié 4 domaines dans lesquels la Wallonie publie, est reconnue, publie des brevets, crée des startups, etc. Ces 4 domaines, c'est l'interaction humain-IA avec un focus comment une intelligence artificielle peut travailler sur un groupe d'humains pour que le groupe d'humains prenne des meilleures décisions collectivement. Donc c'est pas l'IA qui remplace le groupe d'humains, mais c'est l'IA qui, mise dans le groupe humain, permet de prendre des meilleures décisions collectives. Ça, c'est un point très fort qu'on a en région wallonne sur tous les mécanismes de consensus et de compréhension du rôle de l'IA. L'IA de confiance, on a de la très bonne crypto et de la très bonne cybersécurité, on a de la très bonne compréhension de ce que c'est la sécurité de l'information en région wallonne, c'est quelque chose qu'on veut travailler. Les modèles, hein, Mick a parlé d'une IA parcimonieuse qui ne consomme pas trop d'énergie, mais si on peut résoudre des tas de choses avec des modèles mathématiques, il faut le faire, il ne faut pas lancer l'IA en boîte noire. Donc toutes les connaissances qu'on a en région wallonne autour de l'acier, du verre, des processus industriels, etc.,
etc. Il y a toute une connaissance qui est mise dans des modèles mathématiques et comment l'intelligence artificielle interagit avec ces modèles mathématiques est un domaine d'excellence. Pierre Goertz à Liège anime ce work package avec beaucoup d'intelligence. Et puis, bien sûr, l'embedded IA, donc tout ce qui est embarqué, Thierry Dutoit s'occupe de ce work package-là. Alors, autour de ces 4 domaines d'excellence, chaque chercheur qui est impliqué dans le programme financé par la région Wallonne doit passer 1 jour par semaine au service des entreprises. Et comment le fait-il? Eh bien, essentiellement, principalement, en s'impliquant dans 7 grands défis qui ont été construits avec les entreprises. Et donc, ces 7 grands défis vont peut-être évoluer dans le temps, on va peut-être apprendre d'autres grands défis. Ce sont des défis un peu génériques sur lesquels des entreprises, des universitaires peuvent venir s'entretenir. Et donc, si on nous demande comment ça se passe aujourd'hui, bien les 7 grands défis, on a démarré Trail en janvier, on a engagé tous nos chercheurs cet été et on les a mis pendant 15 jours. On a mis il y avait 40 personnes à Paris, plus une vingtaine de personnes qui étaient en remote. On les a mis pendant 15 jours dans un lieu fermé qui était sur le plateau du Saclay. Je ne sais pas si vous connaissez les grandes écoles d'ingénieurs à Paris. C'est au sud de Paris, dans un plateau très isolé. Donc les gens étaient un peu condamnés à rester ensemble. Et ils ont travaillé pendant 2 semaines sur 7 défis qui sont ici. Et ça a vraiment créé une connectique très importante. On s'est mis aussi en contact avec l'écosystème parisien. On a eu des grandes sociétés comme Thales qui sont venues voir ce qu'on faisait. On a eu des start-up parisiennes qui sont venues voir dans nos 7 défis. Mais c'était assez impressionnant. Et on a créé une communauté des universités, des 5 universités, des 4 centres de recherche agréés au cours de ce workshop Trail. Et Nathanaël, grâce à toi, on a fait d'ailleurs un super événement à la fin du workshop où on a invité tous les amis de l'écosystème parisien pour travailler avec nous là-dessus. Donc les 7 défis, je ne vais pas tous les passer en revue, mais vous voyez par exemple ici un défi 0 burnout, 0 accident workflow, des systèmes critiques, des systèmes embarqués, des systèmes d'aviation, des systèmes de train qui doivent faire 0 faute, comment on peut le faire. La notation en intelligence artificielle, ça prend beaucoup de temps. Ben voilà ce genre de choses qu'on arrive à faire dans les 7 grands défis et qui permettent de mobiliser les gens. Alors, Monsieur le Ministre, j'ai été en communication avec votre équipe. On va tenter de vous inviter début décembre parce qu'autour des 7 défis, on voudrait chez Assiska lancer la Trail Factory et faire un mini hackathon autour des 7 défis pour connecter encore davantage de sociétés qu'on a aujourd'hui autour de ces 7 grands défis. Voilà. Alors en fait, je dirais que quelle est l'originalité du programme? Le travail qu'on a fait avec l'administration et le cabinet nous a permis de répondre à un défi. En fait, avant, on avait les universités qui faisaient de la recherche, qui faisaient de la recherche d'excellence, la recherche connectée au niveau international, et qui étaient bonnes en dissémination. Donc on nous demande souvent d'intervenir, de donner un cours ou de donner une séance dans des pôles de compétitivité. Ce soir, ici, à 8h30, je vais donner un cours sur l'intelligence artificielle à la Société de médecine de Charleroi. Donc on fait beaucoup ça, recherche, excellence. Donc l'inspiration, on l'avait. L'accélération, on l'avait aussi. Donc tous les programmes de partenariat public-privé, les CRA étaient très bons pour accélérer, amener... Il y avait un gap qu'il fallait mettre entre les deux, qui est l'engagement des entreprises. Comment mettre cette excellence de recherche et l'accélération, comment franchir le gap et avoir plus de partenaires. Pour éviter que ce soit toujours les mêmes qu'on accélère, eh bien on a besoin de cette espèce de factory permanente qui amène des boîtes, qui amène des gens à l'extérieur autour de la Trail Factory et qui nous y amène. Je sens que j'ai déjà parlé longtemps. Désolé. Merci beaucoup. Merci de m'avoir donné cet instant de parole. Merci. Alors, on a parlé de la structuration du programme, donc je crois que vous avez compris, il y a le volet institutionnel de soutien, il y a évidemment les exemples des entreprises, là on vient de parler de la recherche, et puis on a expliqué que Digital Wallonia for AI, ça s'intègre dans AI for Belgium, et donc Nathanaël Ackerman est la personne qui est le pont entre Digital Wallonia for AI et AI for Belgium. Il est expert innovation et intelligence artificielle pour le SPF Stratégie et Appui, et il va nous expliquer comment fonctionnent ces différents écosystèmes. Merci beaucoup Clarisse. Je vais lancer le chrono. Il faut le faire vite, Voilà, ok. Donc, on est évidemment dans le cadre du plan coordonné européen, donc 2018 première version, 2021 deuxième version,
Et qu'est-ce que ça dit? Un, on veut une IA en Europe qui est digne de confiance. On ne l'utilise pas de la même façon qu'aux États-Unis ou en Chine. Et la deuxième chose, c'est que personne n'a la taille critique suffisante pour participer à cette course globale. Donc il faut collaborer. Il faut collaborer et c'est d'autant plus vrai aussi en Belgique. Alors tous les États européens ont mis en place des coalitions nationales avec des hubs qui sont régionaux. En Belgique, c'est AI for Belgium. Et AI for Belgium, c'est une coalition bottom-up qui vient ici en soutien des programmes régionaux très ambitieux, donc en particulier Digital Wallonia for AI. Au départ, on a le SPF Stratégie et Appui, Agoria, BNVKI, et puis un point de contact dans chacune des régions, donc Réseau IA. Et à l'heure actuelle, on a bien grandi, la coalition couvre 320 organisations, 1700 experts et énormément de personnes assistent aux différents événements. L'objectif, c'est de travailler ensemble, c'est pas d'être technologie push, c'est d'accompagner la transformation liée, je dirais, à cette 4e révolution industrielle avec un focus particulier sur les questions éthiques. C'est de travailler en quadruple hélice, donc académique, secteur privé, secteur public, et aussi la société civile, et finalement de donner une image à l'international en positionnant les régions. Il y a différents working groups et tout le monde est bien sûr invité à travailler dans ces working groups. L'idée, c'est d'aligner aussi ce qui peut se faire entre les différentes régions en Belgique pour avoir une visibilité qui soit accrue. Alors, on m'a demandé de faire un focus sur les entreprises en Wallonie. Donc, premièrement, il y a 93 startups qui ont été identifiées, notamment avec le travail qu'on a fait avec l'ADN, dans le secteur de la santé, le secteur industriel et le secteur aussi Sales and Marketing Business Intelligence qui ressortent, mais on voit qu'on couvre à peu près tout, peut-être un peu moins en FinTech. Et puis on a d'excellentes startups de services comme B12, Sagacify qui se sont présentées. Je ne peux pas toutes les citer, mais donc ça c'est le mode majeur de l'histogramme. Et c'est là que se trouve la compétences, à la fois dans les laboratoires universitaires et à la fois dans ces startups et scale-up. Pour comparer par rapport à la Belgique, il y a 439 entreprises qui ont été identifiées. On a un investissement qui est en croissance exponentielle de 200 millions d'euros par an et un taux d'adoption de l'IA, comme Mick l'a dit, qui est en fait globalement, sur l'ensemble des entreprises, un peu en dessous de la moyenne européenne. Donc on a les compétences, mais on n'a pas encore fait ce transfert vis-à-vis de l'ensemble des entreprises. Le top 5 au niveau belge est aligné à ce qui se passe au niveau de wallon, et on a 8% des startups qui ont une filiale à l'étranger. C'est encore relativement faible, on peut aussi augmenter sur cet aspect-là. 6e rang européen pour le nombre de scale-up en Belgique de manière générale, mais 10e rang sur les investissements, et donc il faut sans doute renforcer la capacité d'investissement et supporter la croissance de nos scale-up. Et plusieurs programmes existent, on en parle évidemment aujourd'hui, pour l'uptake de l'IA par les entreprises. Alors j'ai présenté le côté offre, ici c'est le côté demande, donc c'est un diagramme qui a été fait par Antoine. Ici on voit dans StartIA, Tremplin IA, CapIA, quels sont les différents domaines d'application qui sont couverts. On retrouve l'industrie, on retrouve les soins de santé, mais aussi IT, télécom, l'aérospatial, etc., etc. Quelques initiatives remarquables, tout ce qui concerne l'uptake de l'IA à travers différentes initiatives qui ont été citées, notamment le cours Sustainable AI, le Challenge Elements of AI pour les entreprises, les sessions d'inspiration organisées par Agoria, les EDIH qui arrivent, et vous avez ici quelques dates sur les prochains événements, mais je vous invite à aller sur le site web où tout est référencé. Un petit rappel sur le why. On peut en parler des heures, mais quelques chiffres. 14% d'augmentation du GDP due à l'intelligence artificielle d'ici 2030. 30 à 40% d'augmentation du turnover des entreprises qui intègrent l'IA en amont, les early adopters. Ceux qui l'intègrent après vont avoir une baisse de leur compétitivité. Et troisième point important, c'est une étude menée par Roland Berger sur la French Tech. En fait, dans le domaine Deep Tech et AI en particulier, le nombre d'emplois en direct est multiplié par 5 par rapport au nombre classique. Donc ça a un impact économique non négligeable. Voilà, takeaway.
je suis un peu dépassé, mais il y a un écosystème vibrant à travers AI for Belgium, à travers tout l'écosystème en Wallonie. On collabore depuis, comme Pascal le dit, de manière native. Hein. On a des cas brillants, on a évoqué iCare, mais je ne vais pas citer tout le monde. Donc en santé, en industrie 4.0, mais dans d'autres secteurs aussi. Je pense qu'on est maintenant mature pour miser sur l'expérience des premiers entrepreneurs qui ont réussi. Ça, c'est un takeaway. Les initiatives pour encourager l'appropriation des technologies IA doivent être renforcées ou pourraient être renforcées. On a vu que c'était très successful, mais je pense qu'il y a plus d'entreprises qui souhaitent intégrer des technologies IA ou répondre aux Start IA, Cap IA que les financements actuels. Et on a des objectifs du Digital Compass pour 2030 qui sont à 80% d'adoption. Donc on est à 17-20, il faut arriver à 80% d'ici 2030. L'acquisition, la rétention de talents, les compétences sont certainement le premier défi. Et comme je l'ai dit, ces compétences se trouvent dans les universités, dans les startups et scale-up. Et donc, il faut collaborer ensemble. L'investissement en equity, renforcer les collaborations entreprises-universités. On a parlé de transfert technologique. Donc, moi, je me permets de rappeler le rôle aussi du réseau Lieu dans toute cette histoire. Mais aussi, évidemment, les réseaux existants de National Contact Point ou Enterprise Europe Network sur lesquels il faut absolument miser pour traquer les opportunités de financement au niveau européen. Et évidemment aussi penser à l'international avec la WEX, mais aussi avec AI for Belgium, puisque c'est son rôle. Et finalement, je vous invite à lire les 6 pages du magazine que le magazine Actu-IA a consacré à l'écosystème belge, dans lequel tout le monde ici a participé. On voit la Wallonie, on voit Bruxelles, on voit la Flandre, on voit aussi AI for Belgium, et c'est très bien comme ça. merci. Alors c'est avant tout une histoire d'hommes et de femmes. Donc ça c'était les speakers de la Belgian AI Week, 40% de Wallons, 31% de Wallons dans les speakers, 29% de Flamands, 20% de Bruxellois, et puis les autres speakers internationaux. Avec une énergie incroyable, et merci aussi à tous parce que voilà, c'est un écosystème commun. Voilà, vous pouvez joindre. Excusez-moi d'avoir dépassé un tout petit peu. Merci. Un mot de clôture par Olivier pour encourager les entreprises peut-être. Bien sûr, merci. Alors, je ne vais pas vous retenir très longtemps dans cette conclusion. Le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est bravo. Bravo pour tout ce qui a été fait, bravo à tous les acteurs qui se sont mobilisés autour de ce challenge important qu'est l'IA. Et la Libre Belgique, le week-end dernier, avait un article, un dossier consacré à l'intelligence artificielle, où on parlait que la Wallonie avait été longtemps à la traîne de la révolution de l'IA par rapport à d'autres régions, par rapport aux Flamands, parce qu'on nous compare toujours aux Flamands, etc. Et qu'on commençait à rattraper notre retard. Mais moi, je dirais aujourd'hui, quand je vois ce qu'on a vu aujourd'hui, qu'on est en train de faire un sacré saut quantique pour rattraper ce retard. Et que ça ne sert à rien non plus de se comparer toujours aux autres régions. L'important, c'est dans notre région de voir que les choses bougent. Alors, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit en termes de nombre de start-up actives, d'acteurs qui sont actifs autour de ça, les universités. Benoît en a parlé, les spin-offs, les centres agréés, etc. C'est énorme, parce qu'on parle du nombre de start-up, mais tu as parlé aussi du nombre de chercheurs qui sont impliqués dans cette notion de sciences des données, de développement d'algorithmes intelligents, etc. Et je trouve ça extrêmement intéressant. Et donc, finalement, pour moi, cette initiative Trail va vraiment dans le sens du regroupement des compétences et des activités de recherche qui est demandée par l'Union Wallonne des entreprises, afin d'éviter une dispersion des moyens et des efforts en matière d'innovation. Et là, je pense que c'est déjà rien que structurellement, je dirais, une grande victoire d'arriver à réunir tout le monde. Ça a été vraiment montré. Les lignes, on est en train de le voir, ont réellement commencé à bouger sous l'impulsion initiale, il faut quand même le souligner, du collectif d'entrepreneurs Réseau IA, et ensuite grâce au lancement du programme Digital for AI. Digital Wallonia for AI, pardon. Ce qui est extraordinaire ici, c'est cette dynamique d'adoption de l'IA, moi je me place du côté des entreprises, par les entreprises. Et j'étais vraiment séduit aujourd'hui de voir sur un slide, on disait l'IA c'est utilisé par AGC, GSK, etc. Toutes des grandes entreprises, toutes des entreprises extrêmement structurantes dans notre tissu économique wallon,
Mais la démonstration qui a été faite aujourd'hui par les 4 cas qui ont été présentés, c'est que l'intelligence artificielle, c'est pas uniquement pour les grandes entreprises, c'est pour les petites, les moyennes, les start-up, etc. Et c'est pas uniquement dans des concepts qui sont complètement quasi impossibles à expliquer à celui qui n'est pas baigné dans l'IA. Et on en a vu aujourd'hui des applications complètement pratiques. Et je dirais, je veux pas vexer les 3 autres, mais j'ai un coup de cœur sur les 4 que j'ai vus, c'est le cas de Fernand Georges. C'est le cas de Fernand Georges parce que ça nous rapporte, je rappelle, notre tissu économique wallon, 78 000 entreprises, seulement 345 qui sont des grandes entreprises, toutes les autres ce sont des petites PME qui sont dans des métiers traditionnels, comme chez Fernand Georges, ou probablement qu'il y a quelques années, si on avait dit un jour l'entreprise Fernand Georges, qui vit depuis autant d'années, 20 jours appliquer l'AI pour chercher la bonne serrure, tout le monde aurait rigolé, attendez, l'AI, on est dans une autre sphère. Et on a montré aujourd'hui que la sphère de l'intelligence artificielle, elle est beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus proche du terrain, et donc applicable à probablement beaucoup plus d'entreprises wallonnes qu'on ne le dit. Et l'initiative maintenant, le dernier dispositif qui est lancé par le programme appelé CAP-IA, va permettre justement aussi de soutenir les scale-up, de passer de la partie start-up à la partie scale-up dans les produits ou dans les services autour de l'IA. Le train est donc en marche et la dynamique est réelle. Et vraiment, aujourd'hui, on l'a vu. Il reste maintenant à saisir les opportunités qui sont offertes pour accélérer la création de valeur dont notre région a tant besoin. Un point fondamental pour nous, c'est que la jonction recherche-entreprise doit continuer à être renforcée. Et de nouveau, ça a été bien expliqué aujourd'hui, notamment au travers de Trail, qui se veut finalement l'IMEC wallon de l'IA. On pourrait déjà l'appeler comme ça. Ça pourrait être un petit sous-titre en dessous. Comme l'ont rappelé d'ailleurs différents intervenants, il est important que les chercheurs de Trail consacrent systématiquement une partie de leur temps aux challenges industriels identifiés. Et c'est ça le challenge aussi que l'on a en Wallonie, c'est de passer de la recherche fondamentale, la recherche appliquée, et puis de descendre directement sur le terrain des entreprises. Et ce qui est un élément important qui a aussi été souligné aujourd'hui, c'est cette notion de financement significatif, et donc d'avoir les moyens qui soient alloués, qui soient corrects, à la fois du côté de la recherche, mais aussi des entreprises qui développent et qui vont commencer à utiliser. Ça a été aussi souligné maintenant par Nathanaël, mais pour nous, il faut aussi stimuler un maximum d'acteurs wallons à exploiter au mieux les possibilités de financement de R&D, pas seulement en région wallonne, mais qui sont aussi offertes au niveau européen, notamment au travers du programme Horizon Europe. Et j'insiste évidemment sur ce plan-là, parce que ce n'est pas seulement l'argent qu'on va chercher dans un programme comme Horizon Europe, c'est aussi le réseau des gens avec lesquels vous travaillez. On ne travaille pas seulement en vase clos, on va travailler avec des partenaires européennes, des universités européennes, d'autres entreprises européennes, et qui peuvent finalement vous permettre de vous donner une autre ampleur à votre entreprise. Et donc, comme Nathanaël l'a souligné, l'ENCP Wallonie, qui est une cellule qui est hébergée à l'Union Wallonne des entreprises, est au service de toutes les entreprises gratuitement pour le montage du projet, l'intégration d'un futur consortium ou la recherche de partenaires pour bénéficier d'un financement européen. Faisons donc monter un maximum d'entreprises wallonnes dans ce train du numérique, c'est évident. Et donc notre rôle, et je terminerai par ça, et on s'y engage, c'est évidemment de sensibiliser tous nos membres, toutes les entreprises wallonnes, à continuer à travailler sur la nécessité de saisir ces opportunités-là. Et nous ferons passer ces messages. Et j'espère qu'on pourra disposer des vidéos d'aujourd'hui, parce que je pense que ce sont les meilleurs témoignages qui permettront de convaincre la majorité des entreprises wallonnes de faire ce saut. Et on l'a rappelé dans notre plan de redéploiement que l'Union Wallonne des entreprises a sorti avec un certain nombre de propositions au gouvernement. On avait dit, mobilisons-nous pour faire du numérique une priorité à tous les niveaux dans notre région. Bon, le Covid est passé par là, mais on avait dit 2020, l'année du numérique. On a peut-être perdu un an à ce niveau-là, mais faisons donc de l'année 2022 l'année du numérique en Wallonie. Je vous remercie. Merci, Olivier. Eh bien,
il est maintenant temps de conclure. Je vais appeler Monsieur le ministre, les différents partenaires de Wallonia Foryai à venir me rejoindre pour faire une photo souvenir. Donc les collaborateurs d'Agoria, les collaborateurs de l'agence du numérique, du réseau IA. Alors il faut se dépêcher, m'a-t-on dit, parce qu'on doit vite faire la photo.